Donc, ce que je disais, c'est qu'on va commencer le Tech Talk live maintenant, tout de suite, directement. On a des petites news. Ça va pas prendre trop longtemps. Ce qui va prendre le plus longtemps, je pense, c'est les petites vidéos qu'on a regardées à la fin. Enfin, ça va pas prendre une heure, quoi. Je veux dire, je pense en 30-40 minutes, on aura fini ce petit Tech Talk. Ça sera plus court que d'habitude. Mais c'est pas plus mal. C'est pas parce que c'est court que c'est pas bien. Et ouais. Bon. Alors, on va commencer tout de suite. J'espère ne pas me tromper de fenêtre. Et c'est bon, j'ai bien géré. Alors, G-Skill. J'ai deux news dans cette news-là. J'ai G-Skill qui sort de la mémoire à 4333 MHz. Oui, oui, oui. Donc, c'est essentiellement pour les processeurs Kaby Lake. Donc, c'est de la mémoire qui va sortir très prochainement. La Trident Z. Et qui va tourner à une fréquence énormissime de 4333 MHz. Donc je pense que c'est la mémoire la plus rapide que tu pourras trouver en DDR4 quand elle sortira. C'est oufissime. Je sais même pas s'il y a une carte mère, ou doit y en avoir une, doit y avoir quelques cartes mères qui supportent cette fréquence-là, mais doit y pas y en avoir des masses. Je vous avouerai que je suis même pas sûr. On va essayer, je vais checker là-dedans. Si la Maximus 9 Apex, apparemment de chez Asus, supporte la mémoire à 4333 MHz. Ils ont également apparemment teasé la mémoire à 4400 MHz et 4500 MHz sur des modules de 8 Go. Voilà, donc c'est juste pour poser les bases quoi. G-Skill ils arrivent, ils posent leurs couilles sur la table, au calme. Et au passage, G-Skill, l'autre news qu'on a, c'est qu'ils ont préparé des modules de RAM de 16 Go. Donc un module de 16 Go, c'est plus des barrettes de 8 Go, c'est des barrettes de 16 Go. Et ils vont proposer des kits de 128 Go je crois. Donc ça fait combien? Ça fait 16, 32, donc 8 fois 16 Go. Donc des kits de 32, 64 et 128 Go que vous pourrez acheter de G-Skill avec des modules de 16 Go. Donc avoir 2 modules de 16 Go, 4 modules de 16 Go ou 8 modules de 16 Go. Donc les mecs proposent des kits quand même de 128 Go de RAM que vous pouvez acheter dans le commerce. Au calme. Au calme, au calme, au calme. Voilà. C'était la première petite news, juste tranquillement, tu vois. Alors par contre, j'ai fermé un onglet, donc je vais le réouvrir. Juste pour la voir après. Et on va passer sur la deuxième news qui concerne Galax. Galax. Je me suis trompé de truc. Qui sortent la première GTX 1070 en single slot. Donc single slot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la carte graphique ne prend qu'un seul port d'extension PCI Express. Alors le port d'extension PCI Express, c'est pas le port, le slot PCI Express, hein, ça, toutes les cartes ne prennent qu'un seul slot PCI Express. C'est ce qu'il y a de l'autre côté sur votre boîtier. Enfin, c'est ce qu'il y a à l'arrière du boîtier là, c'est les espèces de petits racks PCI. Et là, du coup, la carte n'en prend qu'un seul. Habituellement, les grosses cartes graphiques, enfin, quasiment toutes les cartes graphiques, en prennent deux. Vous savez, à l'arrière, vous avez un double slot et vous avez toutes les connectiques vidéo, plus un truc pour que l'air passe et tout. La Galax va sortir la première 1070 qui tient seulement sur un seul rack. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est hyper fine, du coup, elle fait à peu près 2 fois moins en épaisseur que la plupart des 1070. On a un ventilateur évidemment de type blower, donc de type turbine. On a un gros, tout est relatif, j'allais dire épais, mais en fait pas du tout. On a un très fin radiateur qui est assez étendu, donc il fait quand même une bonne grosse surface, qui est posé directement sur le chipset, et à côté on a le petit ventilateur turbine qui va venir expulser l'air comme ça. Hop là, ça prend l'air comme ça, puis ça l'expulse comme ça à l'arrière de la carte. Donc ça prend l'air ici, et puis ça fait et puis l'air il sort comme ça là. Donc voilà, donc c'est une carte sur laquelle on va voir seulement 3 sorties vidéo, c'est ça le problème. On va avoir seulement du DVI, du HDMI et du DisplayPort. Après ça peut être un truc vraiment super bien pour ceux qui ont des petits boîtiers genre vraiment super fins, ou qui voudraient faire un petit SLI mais que ça prenne pas trop de place et tout, comme vous le voyez sur cette image après. Surtout que la carte prend seulement au niveau alimentation un 8 pins. Donc ça consomme pas beaucoup, c'est comme les GTX 1070 de référence, ça prend seulement un 8 pins.
Et au niveau du prix, je crois qu'elle coûte 379 $, donc va falloir s'attendre à la voir dans les 400 €, je pense, en Europe. Voilà. J'ai vu le MSRP sur un autre site. Ensuite, on va passer sur du Dell. Et j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts parce que la Dell, ils sortent un écran de 30 pouces en 4K avec une technologie OLED qui coûte seulement 3500 €. C'est le genre de truc que vous achetez tous les jours. Genre moi, le matin, dimanche matin, je vais au pain, je vais à la boulangerie, je vais acheter ma petite baguette, mon petit croissant. Et généralement, sur le chemin du retour, je m'arrête et puis j'achète un écran comme ça, quoi. C'est à peu près tous les matins, enfin tous les matins, tous les dimanches matins, je fais ça, quoi. Je veux dire, là, c'est Pâques, j'en ai acheté 2 ce matin. Mais bon, c'est parce que c'était Pâques. C'est une petite occasion et tout. C'est pas vrai, hein. Les YouTube Money ne coulent pas autant que ça à flot. Mais bref, un écran 4K. Donc, c'est pas de la vraie 4K. Il y en a plein qui me sont là. Mais c'est pas de la vraie 4K, blablabla. C'est de l'Ultra HD. Oui, ouais, ta gueule. Voilà. Désolé. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup d'abus de langage. 4K, oui, d'accord, c'est pas de la vraie 4K. Mais en même temps, il y a environ 4 résolutions différentes qui correspondent à de la 4K. Il y a la 4K cinéma, la vraie 4K, l'Ultra HD, plus un autre truc. Enfin bref, c'est un gros bordel. Du coup, moi je dis 4K ou alors 2160p. On a un écran qui fait 30 pouces, qui n'est pas incurvé, mais avec un display, donc c'est de l'OLED. C'est un panneau OLED, c'est ça qui fait son prix. Donc il était censé coûter 5000 $. Et il va arriver à peu près aux alentours des 3500 $. Il avait été annoncé lors du CES 2017, forcément. Et voilà un petit peu les caractéristiques qu'il affiche. Donc techniquement, vu que c'est de l'OLED, on va avoir un temps de réponse qui est minuscule. C'est ça le truc le plus impressionnant. C'est que généralement, le minimum avec les LED ou le LCD, on était à 1 milliseconde au minimum. Là, on passe sur de l'OLED, on est à 0,1 milliseconde. Donc c'est ça, le temps de réponse est minime. On a diminué par 10 le temps de réponse par rapport à un écran classique. C'est genre assez fou. C'est genre assez fou. Et c'est à mon avis ça qui justifie également son prix. Au niveau contraste et je pense fidélité des couleurs, on va avoir un truc qui est genre excellent. Notamment l'OLED, hein, vous le voyez sur tous les écrans Samsung. Les écrans Samsung sont des écrans qui sont de très très bonne qualité. On a des noirs qui sont vraiment super noirs, des blancs qui sont pas trop brillants. On a des couleurs qui sont bien représentées. Et c'est parce que c'est des écrans OLED, ça aide beaucoup. Donc la gamme sRGB est représentée à 100%, etc. Bon, ça c'est les gammes de couleurs, ça vous dit peut-être pas grand chose, mais c'est quand même hyper important pour ceux qui font de la correction colorimétrique, qui font des trucs professionnels, parce que clairement, vous n'allez pas acheter un écran comme ça pour chez vous. Ça c'est un écran strictement, je pense, professionnel, pour ceux qui font de la création vidéo, de la création multimédia, de l'infographie, des trucs comme ça. Voilà, voilà. Vous voyez comme il est beau. Vous voyez comme il est beau. Bon, on va continuer avec quoi? Avec quoi on continue? On continue avec Intel. Intel. Je sais pas si celui-là ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Je me trompe toujours avec les plans. Donc Intel, Skylake X et Kaby Lake X qui vont sortir certainement plus tôt que prévu. Donc il semblerait que entre le 19 juin et le 9 juillet, il y ait l'annonce pour les nouveaux processeurs de la génération Skylake X et Kaby Lake X, comme vous pouvez le voir. Bah, vous pouvez pas le voir ici, mais ça c'est à peu près ce que vont featurer ces nouveaux processeurs. Donc il y aura de 6 à 10 cœurs pour Skylake X, jusqu'à 44 lanes PCI Express, et Kaby Lake X aura quant à eux 4 cœurs, seulement 4 cœurs, et jusqu'à 16 lignes PCI Express 3.0. Tu pourras mettre jusqu'à 10 ports USB 2, USB 3, 8 SATA 3, etc., etc. Ça va être avec le nouveau chipset, je pense, techniquement. Et ça va être sur le même socket ça va être sur le socket LGA 2066, donc le nouveau socket semi-professionnel qui va venir remplacer le socket LGA 2011 V3. Donc ça va être sur le chipset X299 techniquement, qui vient remplacer les chipsets X99. Donc là c'est sur du semi-professionnel et en fait ça vient contrer un petit peu Ryzen 7, je pense.
C'est pour ça qu'Intel a décidé, je pense, d'avancer un petit peu la sortie de ces processeurs-là pour essayer de venir contrer la sortie de Ryzen et les parts de marché qui sont en train de gruger AMD avec Ryzen 7 et Ryzen 5. Ils décident de remettre à jour leur nouvelle plateforme semi-professionnelle pour sortir des processeurs qui ont aussi de 6 à 10 cœurs, donc les Skylake X, et des processeurs avec 4 cœurs qui vont être un peu plus mainstream, les Kaby Lake X. Donc voilà. Donc on va certainement en entendre parler lors du Computex en jeu. Ensuite, on va continuer avec toujours des processeurs, mais cette fois-ci on va repasser sur du AMD. On va repasser sur du AMD et on va parler de Ryzen 3. Donc vous saviez, Ryzen ça venait en différentes déclinaisons. Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3. On avait Ryzen 7 qui est sorti, Ryzen 5 qui est sorti, on n'attend plus que Ryzen 3 qui est censé viser l'entrée de gamme, l'entrée milieu de gamme. Et apparemment, donc ASRock a fait quelques, bon c'est pas quelques boulettes, mais en gros ils ont dévoilé quelques infos concernant Ryzen 3. Et apparemment, on aurait des processeurs qui ont 4 cœurs à 3.1 GHz. En tout cas, on en aurait un, qui serait le Ryzen 3 1200, qui serait un 4 cœurs à 3.1 GHz. Donc c'est celui qu'on voit là, ici. Hop, 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 hop. 3.1 GHz avec 2 MO de cache. Il aurait 4 cœurs et il aurait été mis sur une board avec un chipset B350. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un processeur qui est censé être entrée de gamme ou moyenne gamme, avec un TDP qui est assez faible à 65 watts. C'est un processeur qui va coûter environ 160 €, je pense. Il est annoncé à 150 $. Grosso modo, hein, les Ryzen 3, ça va être, je pense, je crois que ça a été annoncé entre 120 et 160 $. Donc ça va faire entre 130, 140 et 170 €. Et avoir des quad-cœurs qui tournent à plus de 3 GHz dans ces prix-là, ça va vraiment être bien. Ça va vraiment être excellent. Parce qu'en face, ceux qui sont en face, c'est des Core i3 d'Intel qui ont un dual core avec l'hyperthreading. Et du coup, AMD, ils ont l'avantage du nombre de cœurs physiques. Parce qu'ils proposent des quad-cœurs, là où pour le même prix, Intel propose des dual core. Et ils ont également l'avantage de l'overclocking parce que les Ryzen 3 sont également overclockables. Ce qui est quand même pas dégueu. Donc voilà. C'est les seules infos qu'on a pour l'instant sur Ryzen 3. Va falloir attendre encore un petit peu pour en savoir plus, mais ça promet aussi de bonnes choses pour tout ce qui est entrée de gamme. Ensuite, on a une news concernant Ryzen 5. Donc là, vous avez tous entendu parler et tout, ils sont sortis. Et du coup, il y a quand même des gens qui ont essayé de l'overclocker. Au niveau de l'overclocking général des processeurs Ryzen 5, apparemment, c'est pas la folie et on a du mal à les faire passer au-dessus de 4 GHz. Atteindre les 4 GHz, c'est possible, mais passer les 4 GHz, c'est quasiment infaisable, quel que soit le modèle de Ryzen 5 que vous avez. Donc, niveau overclocking, il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et pour l'instant, les Ryzen 5 1500, 1600X, 1600, etc. sont moyennement overclockables. Genre, vous pouvez pas les monter autant que vous voulez. On s'attendait à pouvoir les monter plus, et au final, on arrive à un espèce de seuil à 4 GHz. Ça, c'est avec des méthodes de refroidissement classiques, parce qu'évidemment, quand vous utilisez du nitrogène liquide, donc du LN2, vous pouvez monter bien plus haut. Il n'y a pas de souci, et il y a un mec qui nous l'a prouvé, et qui l'a poussé à 5,9 GHz. En laissant tout activer, hein, parce que ça se trouve, tu peux aussi le pousser aussi haut, mais par exemple en désactivant toutes les files de calcul et en laissant seulement un cœur physique. Comme ça consomme moins, parce qu'il n'y a qu'un cœur physique qui est activé, et puis tu peux pousser le cœur super haut. Non, là tout était activé. Les 6 cœurs étaient activés, les 12 fils de calcul, et il l'a poussé à 5,9 GHz. Donc il a mis un coefficient multiplicateur à 45,5 et il a monté le FSB à 130 MHz alors que de base il est environ à 100 MHz. Voilà. Il a fait ça sur une carte mère Asus avec de la RAM G-Skill. Et forcément il a fait des nouveaux records sur Cinebench. Donc à 1837 et sur Geekbench en multicore. Ce qui est quand même pas dégueu quoi. Voilà. C'est quand même pas dégueu. 5.9 GHz, je trouve que c'est vraiment hyper élevé quoi. Vraiment hyper élevé. Bon. On va continuer avec des news sur des cartes graphiques et on va commencer par
les cartes graphiques RX 500 qui ont été pas totalement dévoilées, mais en gros, on a des premiers benchmarks qui sont tombés sur, je pense que c'est sur Battlefield 1, sur Doom, sur Overwatch et sur Resident Evil. Et puis on a aussi un petit graphique, un petit slide de présentation de la part de AMD qui vous dit la RX 580 est 1,6 fois plus puissante que la RX 380X. Moi, ce que je comprends pas bien dans ce graphique-là, sur ce petit slide-là, c'est qu'ils ont tout comparé à la troisième génération. C'est-à-dire qu'ils ont mis, voilà, la RX 580 est 1,6 fois plus puissante que la 380X. La 570 est 2,4 fois plus puissante que la 370. La 560, 2 fois plus puissante que la 360. Etc. etc. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis ces chiffres en comparaison avec la génération d'avant? Pourquoi ils n'ont pas mis la RX 580 est 1,2 fois plus puissante que la RX 480? Je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas fait ça. Justement parce que les chiffres auraient été trop bas. Justement à cause de ça. C'est bien plus vendeur de dire que c'est 1,6 fois plus puissante. Parce qu'on est quasiment à 2 fois. Pour la 570, 2,4 fois. Vous dites, ouah, c'est 2 fois plus puissant. C'est même plus que 2 fois plus puissant que telle carte. Puis là, vous lisez pas les petits caractères en bas qui disent que c'est la 370. Parce que s'ils avaient mis la 480, la 470, la 460, ça aurait pas été 1,6, 2,4 et 2. Ça aurait été genre 1,2, peut-être 1,5 et peut-être 1,4, tu vois. Et forcément, c'est beaucoup moins... D'un point de vue marketing et commercial, c'est beaucoup moins vendeur d'avoir des chiffres qui soient pas très hauts. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont comparé ça à la génération encore précédente. Why not? Why not? Mais bon, ça montre que ces cartes sont pas vraiment des innovations et sont juste des refreshs de Polaris. En attendant, la RX 580, elle est comparée à une 970 et une RX 380X. Donc en blanc, c'est la RX 380X. En bleu, c'est la 970 de chez Asus. Et en rouge, c'est la RX 580. Donc on voit que sur Battlefield 1, Doom, Overwatch et Resident Evil, elle est à chaque fois à plus de 60 FPS, en 1440p, puis en high settings, donc en settings élevés. Donc 69 FPS sur Battlefield 1, 80 sur Overwatch et tout. Et c'est un truc qui se répète sur, grosso modo, tous les trucs. Sur tous les jeux. Voilà. Donc, je vous dirais que ça m'étonne pas que ce soit plus puissant que des cartes qui sont sorties il y a 2-3 ans. Après, moi, personnellement, je suis pas vraiment hype pour ces cartes-là. Je trouve qu'elles vont pas servir à grand-chose. Ok, c'est nice de faire un refresh. Mais je pense que les RX 480 sont encore vraiment d'actualité, que c'est encore des bonnes cartes. Puis que limite, ça servait à rien de faire cette série RX 500. Que AMD aurait plus dû se focus sur Vega et sur sortir Vega plus rapidement. Voilà. Après, c'est mon opinion. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais du coup, en parlant de Vega, cette fois-ci, on a une vraie news. On n'a pas un poisson d'avril, on a une vraie news qui concerne AMD Vega. Avec des vidéos qui ont leak concernant la sortie de Vega et certaines spécifications qui ont leak également. Et là, ce n'est pas un poisson d'avril, donc là, on arrive vraiment dans le gros vif du sujet avec AMD Vega. Donc, on a une première vidéo qui a été un petit peu montrée. On a un teaser qui a montré un petit peu Vega. Voilà, cette vidéo-là. On voit pas grand chose, hein. Filmé sur un écran, c'est sûr. Mais ça montre un peu un unboxing d'une carte Vega, je pense, grosso modo. It's got a brain, it's got a soul, it's almost human. Et on a un premier sneak peek à la carte et à la gueule de la carte, comme vous pouvez le voir. Donc là, this is real. Vega arrive et on a des premières vidéos qui leak sur Vega. Donc Vega est en marche. Et du coup, on voit les premiers systèmes de refroidissement de Vega. On a les premières images. Au niveau de l'alimentation, comme vous voyez, ça se fait ici. Juste là. Donc je pense qu'on a du 2x8 pins
ou à moins que ce soit du 2 fois 6 pins pour l'alimentation. Mais ça a l'air d'être un truc assez costaud. Donc, alors, il va y avoir jusqu'à 8 Go d'HBM2 au niveau de la VRAM. Il y a certaines des cartes qui vont avoir un water cooling. Donc apparemment, il semblerait que les cartes viennent avec un water cooling, donc un IO. Donc un peu comme les Fury X. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi dire de plus? Quoi dire de plus à part que Vega est en marche, quoi? À part que les mecs, ça arrive bientôt, ça arrive très prochainement, là, très prochainement. Et il y a d'ailleurs une autre vidéo qui est sortie où ça disait juste Vega, ça montrait juste le signe de Vega, et derrière, il y avait des images de Halo. Donc un jeu qui est jamais sorti sur PC. C'était des images de Halo 3 Remaster Edition, qui est sorti sur Xbox 360 ou Xbox One, il me semble, je sais plus exactement. Mais en gros, AMD a montré ça. C'était une vidéo faite par AMD et montrée lors d'une conférence de presse AMD. Il y avait le signe de Vega, avec marqué Vega is coming ou un truc comme ça. Et derrière, il y avait des images de Halo 3 qui défilaient. Et du coup, ils ont leaké deux choses en une. Ils ont leaké Vega qui allait arriver. Et en plus, ils ont potentiellement leaké le fait que Halo 3 allait sortir sur PC. Parce que Vega, c'est des cartes de PC. Pourquoi ils montraient des images d'Halo 3 derrière? Donc ça veut potentiellement dire qu'il y a une version de Halo 3 Remastered Edition qui va venir sur PC. Et ça, c'est aussi énorme parce qu'il y a plein de gens, Halo 3 c'est une série quand même qui est mythique et il y a plein de gens qui seraient contents d'y jouer sur PC. Et c'est possible que ça se passe, c'est possible que ça arrive. Voilà, voilà. Bref. En attendant, je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part juste faire monter la hype. 8 Go d'HBM2, etc. Les cartes y arrivent bientôt, refroidissement liquide et tout, genre... Voilà quoi, voilà. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes chaud. Ensuite, non, par contre, ça va être des cartes assez haut de gamme, donc ça peut coûter assez cher. Bon, en attendant, parlant d'HBM2, Nvidia a quand même les devants là-dessus, puisque c'est eux qui sortent la première carte graphique avec de la mémoire HBM2. Bon, j'appelle ça une carte graphique, mais c'est pas vraiment pour faire du gaming, hein, c'est une carte graphique totalement professionnelle. Je vais plutôt appeler ça un super calculateur graphique, grosso modo. Donc c'est la Tesla P100 qui est un GPU avec de la mémoire HBM2. Donc dedans vous avez, je crois, 16 Go d'HBM2. Voilà. Qui du coup a une bande passante de 732 GB par seconde. C'est assez gigantesque. C'est assez énorme. Et des puissances de 5,3 teraflops en double précision. Donc en FP64 je pense. En FP32 on est à 10,6. Et en FP16 on est à 21,2 teraflops. Quand on passe via la technologie NVLink, donc qui est une alternative aux connexions PCI Express, mais c'est seulement disponible pour les serveurs et les professionnels. Nvidia a mis un espèce de nouveau protocole en marche qui s'appelle le NVLink, qui vient pour les serveurs essentiellement, et c'est une alternative à la connexion PCI Express qui est censée apporter des performances en plus. C'est genre la bande passante est plus élevée avec le NVLink. Mais c'est essentiellement pour le milieu professionnel et pour les cartes Tesla et tout, les supercalculateurs, etc. Mais du coup, la Tesla est la première carte avec de la mémoire HBM2 et il y en a 16 Go, donc ils n'ont pas fait les choses à moitié. Par contre, ça, pour vous donner une idée, hein, c'est une carte qui vaut, à mon avis, pas moins de 15 000 euros. Donc, c'est pas pour vous. Puis genre, jamais vous pourrez l'utiliser, quoi. Bon, on va passer sur des news un petit peu différentes. Là, on va passer sur Nintendo. Nintendo qui a décidé d'arrêter la production de la NES classique. Alors qu'il y a toujours beaucoup de demandes pour la NES. Donc vous savez la petite console qu'ils ont sortie, donc le remaster de la NES si on veut dire, qui venait avec je sais plus combien de jeux, etc., qui coûtait 70 $ ou 70 €, et qui est sorti je pense fin 2016. Donc Nintendo a décidé d'arrêter la production de la NES. Puis du coup d'arrêter sa vente. Alors qu'il y a encore plein de gens qui veulent l'acheter et genre la demande est toujours hyper forte, mais Nintendo s'est dit non. Non, même si c'est populaire, nous on arrête. Voilà. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas. Donc ça venait apparemment, oui, ça venait avec 30 jeux. Il y avait 30 jeux qui étaient inclus dans le système NES,
qui étaient des grands classiques de la NES, etc. Donc voilà, ça n'a pas été, confirmé qu'elle va être genre, que la production va s'arrêter dans le monde entier, mais la production est censée s'arrêter. Donc bon, pourquoi pas. Et ça, en plus, ils arrêtent les envois et les shipments ce mois-ci. Alors, putain, Dem, ils en ont vendu 101,5 millions jusqu'en février. Ils en ont vendu 1,5 million et ça se vend à 160 $ sur Amazon. Ce qui est énorme. Puis surtout que tu pourras jamais trouver un équivalent, quoi. Les équivalents avec tous les jeux, les 30 jeux et tout, genre ça vaut super cher. C'est un petit peu stupide parce que c'est un moyen de, ça aurait été un moyen de continuer à ce qu'il se fasse de l'argent, mais bon. Bref. En attendant, on a toujours des news sur Nintendo et cette fois-ci, ça concerne la Switch. La Switch. Et plutôt Nintendo qui va certainement sortir une nouvelle version de la Switch, ou plutôt une autre version de la Switch qui s'appellera la Switch Mini, qui sera en fait une version portable, beaucoup plus portable que la Switch classique. En gros, grosso modo, ça a été amené lors d'une interview et le mec a dit, bien que la Switch puisse être utilisée comme un appareil mobile portable avec lequel vous pouvez jouer dans la rue, etc., ou en voyage, les plus jeunes peuvent avoir du mal à l'utiliser parce que la console est quand même grosse. Je veux dire, ça doit être un truc qui soit transportable, l'écran est quand même gigantesque, et puis avec les Joy-Con c'est super gros et tout. Et du coup, il a avoué que Nintendo travaillait potentiellement sur une console un petit peu plus petite, sur une version de la Switch un petit peu plus légère, un petit peu plus transportable, qui pourrait être appelée la Switch Mini. Voilà. Donc ça pourrait venir en courant 2018. Donc grosso modo, je pense que ça serait la suite par rapport à la Nintendo 3DS. Voilà. News Switch, sortie de Minecraft. Oui, il y a aussi la sortie de Minecraft, il y a aussi la sortie de Monopoly, etc. Mais ça, je ne vais pas en parler. Mais voilà, donc potentiellement Nintendo pourrait travailler sur une nouvelle console portable qui en fait serait une version de la Switch en plus petit, qui viendrait à mon avis remplacer tout ce qui est Nintendo 3DS, etc. On va continuer d'un point de vue des consoles, on va continuer sur les consoles avec la Xbox Scorpio. On en reparle puisque on a les premières photos du Development Kit qui ont été dévoilées et qui ont d'ailleurs, les Development Kits ont été, je pense, commencé à être envoyés aux différents studios de développement de jeux vidéo. Et donc, le Development Kit est assez intéressant. Donc, on n'a pas trop d'informations sur ce qu'il y a à l'intérieur, sur ses fonctionnalités spéciales, mais on a quand même un truc qui est vraiment intéressant. Les photos montrent qu'on a une console qui ressemble grossièrement à la Xbox One S. Donc comme vous pouvez le voir par exemple sur cette photo, on a la Xbox One S qui est derrière. La Xbox Scorpio a à peu près le même design, on est sur un truc carré qui est un petit peu plus épais. Là où c'est très intéressant, c'est au niveau des boutons qu'on a à l'avant et au niveau du petit écran là qu'on a ici, qui vient afficher le nombre de FPS, l'utilisation de la RAM, etc. qui va peut-être permettre aux développeurs du coup de voir visuellement, d'avoir un retour direct sur à combien de FPS tourne leur jeu. Voilà, donc ça c'est une version qui est uniquement destinée aux développeurs. Jamais vous aurez cette console là chez vous. La Xbox Scorpio va certainement avoir un look qui ressemble à peu près à ça, genre blanc et noir avec un lecteur CD ici et des boutons. Je pense pas que vous ayez les petits trucs ici là. À mon avis ça m'étonnerait, à moins qu'ils trouvent une autre utilité pour ce petit écran LCD, genre mettre des informations par rapport au jeu, l'heure, etc. Mais c'est quand même, de 1, je trouve qu'elle est stylée, et de 2, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Puis ça montre aussi que si ils sortent le développement kit maintenant, je veux dire, là, il y a des jeux qui vont commencer à être développés sur Xbox Scorpio, et genre la machine est en marche, quoi. Et la Xbox Scorpio, ça va arriver plus vite que prévu, peut-être. Voilà. Et d'ailleurs, toujours en parlant de la Xbox Scorpio, lors de l'E3 2017, donc qui arrive très prochainement, en juin, Los Angeles, plus grand salon du jeu vidéo du monde, eh bien, la conférence Microsoft va essentiellement être centrée sur la Xbox Scorpio. Microsoft a décidé qu'il allait dédier toute sa conférence à la Xbox Scorpio. Donc en gros, Microsoft va
quasiment pas parler de la Xbox One et des jeux qui vont sortir sur Xbox One. Ils vont parler que de la Xbox Scorpio et montrer certainement la line-up des jeux qui vont sortir sur la Xbox Scorpio. Peut-être donner une date de sortie et tout et tout. Ils vont donner le nom définitif, le prix, la date officielle, voilà. C'est ça. Genre ils vont tout dévoiler, toutes les informations qui manquent lors de l'E3 2017 et leur conférence va être dédiée à ça. Donc ça c'est un excellent point. Si jamais vous voulez en savoir plus, ben regardez la conférence Microsoft lors de l'E3, ça risque d'être très intéressant. Ensuite, on a des news un petit peu moins cool. Un petit peu moins cool. On va parler d'un leak. Un leak majeur en sécurité. Voilà. Qui vient d'une entité, d'un groupe de hackers qui s'appelle les Shadow Brokers. Il y a d'ailleurs un mec qui a parlé de ça qui s'appelle Micode. Je pense que vous le connaissez parce qu'il a un peu défoncé le YouTube game d'un point de vue vulgarisation technologique. Ou plutôt vulgarisation et sensibilisation des risques liés à Internet, je dirais. Mais bref. Donc, en gros, Shadow Broker a réussi à récupérer, par des méthodes plus ou moins légales, on va dire qu'ils ne sont pas du tout légales, bref, a réussi à récupérer les malwares utilisés par la NSA. Donc, ils ont récupéré en fait une énorme archive qui contient beaucoup d'outils et de software et de méthodes, etc., qui étaient utilisés et qui sont utilisés par la NSA pour hacker et prendre le contrôle des PC. Donc c'est des malwares, des rootkits, des chevals de Troie, etc. Des chevals de Troie, oui, même si on a plusieurs... Non, des chevaux de Troie, excusez-moi. Donc bref, tout un énorme package que en fait apparemment Shadow Broker a d'abord essayé de vendre sur le marché noir contre des bitcoins. Sauf que le prix était trop élevé, donc ils n'ont pas réussi à vendre leur archive. Ou alors ils l'ont vendu mais à un prix moins élevé en divisant l'archive et puis pas en vendant un seul paquet, etc. Et ensuite, là, récemment, ils ont dans une lettre donné publiquement le mot de passe de cette archive, qui était un mot de passe quand même assez badass, c'est-à-dire que tu pouvais pas craquer l'archive comme ça même si tu l'as trouvé sur le dark web. Et du coup, ils ont donné le mot de passe de cette archive-là, ce qui en fait permettait à n'importe qui de trouver l'archive, de la télécharger et d'avoir accès à tous ces outils de hacking qui venaient de la NSA. Et c'était essentiellement des trucs sur Windows. C'était essentiellement des outils de hacking pour Windows. Donc il y a une pléthore d'outils, pléthore de trucs qui permettent de prendre le contrôle de PC sous Windows, de trucs sous Windows Server, etc. Donc c'est un énorme leak de sécurité pour tous les utilisateurs Windows, grosso modo. Et la NSA est quand même... bon, on n'est plus étonné que la NSA nous surveille, mais quand même pour eux, ça pose un gros problème parce que c'est comme s'ils avaient tous leurs outils de travail qui étaient dans la nature disponibles à tout le monde. Puis maintenant, tout le monde va pouvoir s'en protéger. Donc c'est quand même extrêmement problématique. Mais c'est pas si problématique que ça, puisque Windows a publié un petit billet, a fait un petit post, en disant qu'après avoir analysé tout le leak, toutes les fuites et tous les outils qu'ont posté Shadow Broker, donc qu'ont posté les hackers Shadow Broker, ils ont annoncé que la plupart de toutes les vulnérabilités... Voilà, la plupart de toutes les vulnérabilités... Faut que je reboot, parce que là j'arrive pas à parler. Que la plupart de toutes les oh merde, j'y arrive vraiment pas. La plupart de toutes les vulnérabilités qui étaient exploitées par tous ces outils ont été patchées dans les différentes updates Windows qui sont sorties en mars. Donc grosso modo, c'est des trucs quand même récents, c'est-à-dire qu'avant mars, tous ces outils étaient complètement fonctionnels et toutes les vulnérabilités marchaient et pouvaient être exploitées et les outils fonctionnaient. Mais apparemment, Windows en a résorbé beaucoup lors de ces updates de mars, grosso modo. Donc voilà. Donc mon autre news également concernait ça, c'était Windows qui disait que le leak était genre grave, mais que quasiment tous les trucs avaient été patchés, et ce qui rendait beaucoup plus difficile l'utilisation des différents outils. Voilà. Il y a des gens qui disent It appears Microsoft received a private warning from the NSA which they have to publicity deny receiving. They patched them last month. Because there was no indication Microsoft patched these bugs, researchers' systems did not include last month's patches.
so they still worked. Ok, donc le fait est que le j'essaie de lire un petit peu. Voilà, donc apparemment ce qui s'est passé, c'est que la NSA a prévenu Microsoft du leak. Ce qui fait que Microsoft a patché la plupart des vulnérabilités. Mais apparemment, ce qui s'est également passé, said uproaring among security professionals because Microsoft did not include the patch amongst its most recent test software. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en gros, dans leur software de test, Microsoft n'avait pas mis les updates qu'ils ont déployés pour le public et que du coup, les outils de Shadow Broker marchaient dans ces situations-là parce que les updates n'avaient pas été déployés sur les softwares de test de Microsoft, mais seulement sur le grand public. Voilà. Bref, normalement, c'est résolu. On va continuer avec YouTube qui essaye un nouveau truc avec le fond de l'écran, qui essaye de mettre en place une fonctionnalité qui est pour l'instant cachée, mais qui permet de rendre le fond noir donc de YouTube afin d'avoir une navigation qui soit plus confortable. C'est-à-dire que tout YouTube est affiché en noir et les écritures sont en blanc. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez votre écran et puis vous inversez les couleurs, quoi. Ce qui était blanc devient noir et ce qui était noir devient blanc. Donc voilà, donc apparemment pour l'instant c'est une fonctionnalité qui est cachée, mais que vous pouvez activer. C'est un mec sur Reddit qui a trouvé ça. Donc ce qu'il faut faire, est-ce qu'on va essayer tout de suite? Parce que voilà, hein, ça sert à quoi d'essayer? Ça sert à quoi de vous montrer des trucs, des nouvelles fonctionnalités si on n'essaye pas? Bon, donc ce qu'il faut faire selon eux, c'est vous appuyez simultanément sur les touches CTRL, SHIFT et I pour ouvrir l'inspecteur d'éléments. Le problème c'est que là vous voyez pas ce que je fais. Hein. Bougez pas. Aidez-moi les gens, en haut. Ah putain, my bad. Unknown syntax error. On va tester. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Est-ce que vous pouvez essayer chez vous? Dites-moi si ça marche. Document.cookie, visiteur info, un live. Ok, ça n'a pas l'air de marcher. Vous pouvez essayer, dites-moi si ça marche. Enlève les guillemets? Non. Ah, moi j'enlèverai pas les guillemets. Quoique. Et si je mets des guillemets là par contre? Parce que ça c'est possible aussi. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. T'as oublié un guillemet à la fin de la commande. Non, il y avait bien des guillemets. Oh, je pense que c'est les guillemets qui passent pas. Je pense que c'est le format des guillemets. C'est le format des guillemets qui passe pas, c'est pour ça. Regardez. I am so déçu. Bougez pas, je vais essayer. Ok, donc normalement tu recharges. Ensuite, normalement, si ça marche, normalement tu recharges et ensuite en cliquant sur l'image de profil, on trouve le numéro pour activer le. Ok. Bam. Là vous le voyez pas, mais regardez ça. Donc ça marche. Là j'ai hop, mode foncé. Et là c'est la folie. Et là c'est la folie. Les amis, c'est la folie. Donc voilà. Comme quoi, hein, ceci fonctionne. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bref. Donc, c'était un petit peu tout pour cette news YouTube. Donc, vous pouvez essayer ça chez vous. Ça marchera peut-être. As-tu bientôt terminé? J'ai faim. Ouais, j'ai bientôt terminé. Il me reste 1, 2... Ouais, il me reste des trailers à regarder. On va manger après. T'inquiète. Ok, on va parler de superposition. Un nouveau benchmark qui est sorti par ceux qui font Unigine. Donc, Unigine, c'est ceux qui font Even Benchmark et Valley Benchmark, qui sont des benchmarks extrêmement connus. Le truc, c'est que ces benchmarks étaient limités en point de vue résolution à de la 1440p. Et encore, fallait être en preset custom. Ce qui est assez tricky. Généralement, c'est bien d'utiliser les presets qui sont prédéfinis. Comme ça, tout le monde peut run les benchmarks chez eux et obtenir les mêmes résultats. Comme ça, tu es sûr d'avoir la même configuration au niveau du benchmark.
Et du coup, le benchmark qui était extrême sur Even, et ben il tournait seulement en 1080p ou en 900p, je sais plus. Enfin bref, c'était une résolution un petit peu bâtarde et ça montait pas très haut en résolution. Mais là, ils ont sorti un nouveau benchmark qui s'appelle Superposition, qui permet de tester des trucs jusqu'en 8K. Donc c'est un benchmark compatible DirectX 11 et OpenGL. Apparemment, ça va bientôt arriver avec les supports de DirectX 12 et Vulkan, mais pour l'instant, c'est seulement du DirectX 11 et du OpenGL. Ça permet aussi de benchmarker tout ce qui est casque de réalité virtuelle, donc casque de VR, Oculus et HTC par exemple. Et il y a un nouveau, il y a des jeux de lumière qui sont absolument magnifiques. Il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le Space Screen Ray Tracer Global Illumination, donc SSRTGI, donc Space Screen Ray Tracing Global Illumination. Donc en gros, c'est, je ne sais même pas comment traduire ça, c'est genre illumination globale. Ray Tracing, c'est du tracé de rayons en screen space, c'est genre dans l'espace. Enfin bref, un truc de fou qui remplace l'occlusion ambiante habituelle et qui fait que c'est vraiment hyper convaincant. Et pour vous montrer ça, bah écoutez, quoi de mieux, hein, quoi de mieux les amis, que de le lancer. Donc là j'essaie de le lancer, ça ne marche pas vraiment. Donc voilà, quoi de mieux que de le lancer. Donc là benchmark, vous avez plusieurs presets en 1080p high et extrême. La 1080p extrême consomme beaucoup de performance, vraiment beaucoup, parce que vous avez les shaders, donc sont en extrême et ils sont même plus gourmands que ce qui est en 4K, parce qu'en 4K vous avez des shaders optimisés pour la 4K. Mais bon, on va le faire tourner en 4K parce que la 8K ça va pas être jouable, mais on va le faire tourner en 4K. Vous allez voir que c'est absolument splendide, c'est vraiment hyper beau. C'est genre, je peux vous montrer la vidéo est vraiment belle. En 8K 60 fps, je peux vous dire que ça rend bien. Donc je pense qu'on va faire ça plutôt, ça ira bien mieux. Ça ira bien mieux. Regardez ça. Je peux même augmenter ça. Regardez ça. Regardez si c'est pas de toute beauté. Regardez-moi un petit peu ces effets de couleurs et tout. Les lumières sont juste fabuleuses. C'est genre impressionnant. Les effets de lumière, c'est genre un truc de malade. Bon, par contre, ouais, ma connexion ne suit pas, mais bon, voilà. Vous voyez un petit peu le genre. Vous voyez le genre. Vous voyez le genre. On va continuer avec Star Wars Battlefront 2. Waouh! Star Wars Battlefront 2 qui va sortir le 17 novembre et qui s'est dévoilé dans un trailer. Alors là, je vous préviens, grosso modo, hein, la fin du live, c'est des trailers. Parce qu'il y a eu masse trailers sur Star Wars Battlefront 2, sur le nouveau film Star Wars, sur Thor Ragnarok. Donc je me suis dit qu'on allait regarder tout ça ensemble. En tout cas, pour parler du jeu Star Wars Battlefront 2, de ce qu'on a vu dans le trailer, il a l'air de à peu près essayer de corriger toutes les erreurs qu'il a fait dans Battlefront 1. Déjà, il va englober toute l'histoire, grosso modo, tous les pans d'histoire, tous les épisodes. C'est-à-dire qu'il ne va pas se limiter aux épisodes 4, 5, 6. Il va prendre aussi en compte les épisodes 1, 2, 3. Je pense qu'il va même prendre Rogue One. Il va prendre le 4, 5, 6. Il va même prendre le 7, le 8, etc. Donc voilà. Nous, on voit de la conversion 700p 60 fps. Oui, je sais, mais bon. Bref. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans le trailer, comme vous allez pouvoir le voir. Ça crée beaucoup de hype. Et en plus, apparemment, va certainement y avoir une campagne solo. Donc, ce qui change du 1. Qui va potentiellement se jouer du côté de l'Empire, ou en tout cas du côté des Sith et tout. Bon voilà. J'ai trop peur que ça finisse comme le premier Battlefront d'EA. Il y a des risques, c'est sûr, mais je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils vont essayer vraiment de sortir un très 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 bon jeu. Donc on va commencer avec ça. On va commencer avec ça. On va voir ce que ça va donner. On va se mettre en plein écran. Je vais vous laisser un petit peu apprécier le spectacle. Vous allez voir, c'est de toute beauté.
I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The day the real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. We weren't expecting special forces. That's the point, Sergeant. Impossible. Commander, what do we do now? We avenge our Emperor. Resistance. Rebellion. You will burn these ideas away. Hope cannot save them. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on voit quand même pas mal de choses. Donc au niveau de l'histoire, de ce que j'ai compris, moi, ça va suivre un peu l'histoire des soldats qui étaient des soldats de l'Empire, qui étaient pas sur l'étoile de la mort quand elle a explosé et qui veulent décider un peu de venger l'empereur et de tuer la résistance et la rébellion. Grosso modo, c'est ça ce que j'ai compris. À mon avis, l'histoire solo va être basée là-dessus. Il y aura peut-être d'autres trucs annexes et tout, d'autres trucs qui se passeront du côté des gentils et tout. Ça va être le même moteur que le premier, effectivement, mais je pense qu'il va être encore un peu plus poussé. Le jeu va potentiellement être encore un petit peu plus joli, peut-être un petit peu plus photoréalistique et tout. Ça annonce quand même pas mal de choses. On voit Yoda, on voit Dark Maul, on voit Rey, on voit Kylo, donc grosso modo c'est ça qui me fait dire que ça va englober tout l'univers Star Wars, tous les épisodes du 1 au 8. Donc ça annonce quand même de bonnes choses. Bon, maintenant on va passer sur des trailers de films qui vont certainement se faire copyrighter par YouTube, donc il y a moyen qu'ils ne se retrouvent pas en VOD. Donc la prochaine séquence va potentiellement être coupée, mais je vais les montrer en live quand même parce que c'est des gros trailers. Star Wars, ça parle à tout le monde, donc on va regarder ça ensemble, au calme. Et encore une fois, en plein écran, s'il vous plaît. Out. What do you see? Light. Darkness. A balance. It's so much bigger. I only know one truth.
Alors là, moi j'ai un problème parce que j'ai regardé en VO et je suis pas d'accord avec la traduction qu'ils ont mis au niveau des sous-titres. Je suis pas vraiment d'accord sur la dernière phrase quand il dit I only know one truth, it's time for the Jedi to end. Ok, j'aurais peut-être dû augmenter le son, désolé le son, my bad. Bref, quand il dit ça, quand il dit it's time for the Jedi to end, la traduction qu'ils ont mis c'est il est temps pour les Jedi d'en finir. Sauf que la traduction c'est pas exactement ça. Quand tu dis it's time for the Jedi to end, grosso modo c'est genre il est temps, enfin en gros, genre c'est le moment que les Jedi s'arrêtent. C'est genre ça, c'est pas d'en finir avec la rébellion, genre c'est pas il est temps d'en finir, genre il faut que les Jedi tuent les Sith et puis que ça s'arrête là. Non, c'est it's time for the Jedi to end, ce qui veut dire littéralement, genre il est temps que les Jedi ça s'arrête, genre que ce soit la fin des Jedi. Cette époque est révolue, exactement. C'est presque ça. Et du coup, ce qui voudrait dire, donc il y a plusieurs théories qui sont apparues là-dessus. La première, c'est que Luke Skywalker n'entraînerait pas Rey pour être un Jedi, ni un Sith. Et il l'entraînerait pas du côté clair de la Force ou du côté obscur. En gros, il l'entraînerait à être de balance. Il l'entraînerait pour être l'équilibre. C'est pour ça qu'il dit que genre il est temps que les Jedi ça s'arrête, parce qu'on a un conflit qui oppose Jedi et Sith depuis des millénaires et qui fait que y a des guerres tout le temps. Grosso modo, le conflit Jedi-Sith, c'est quand même la source de toutes les guerres dans Star Wars. Et du coup, il dit, il faut que ça s'arrête, et pour que ça s'arrête, il faut que je t'entraîne pas forcément à être un Jedi, pas forcément à être un Sith, il faut que je t'entraîne à être de balance, l'équilibre entre la Force. L'équilibre de la Force, quoi. Et c'est pour ça qu'aussi, à un moment, genre, il lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Le côté obscur, le côté clair, et puis en fait, elle est là, genre, oh, je vois l'équilibre et tout et tout. Et ça pourrait être le premier Grey Jedi, donc le premier Jedi gris qu'il y a dans les films. Parce que c'est pas le premier qui existe, hein. Il y en a d'autres dans l'univers de Star Wars, mais ça serait le premier qui serait amené dans les films, qui du coup serait représenté par Rey et qui serait l'équilibre. Il y a également l'affiche du film, je sais pas si je peux la voir, qui fait un petit peu penser à ça. Parce que, je vais essayer de vous la trouver. The Last Jedi. Ah, c'est quelle affiche que j'avais vue? Ah, je ne la trouve pas. Je vais essayer de trouver une affiche. C'est celle-là. Cette affiche-là, où en gros on voit Luke Skywalker, Kylo Ren, donc le côté clair, le côté obscur, et en fait on voit Rey au milieu, qui tient un sabre, qui au début est bleu, et à la fin est rouge. Donc ça veut dire que Rey, ça serait grosso modo vraiment l'équilibre. Donc voilà, le bien et le mal, et l'équilibre, la balance entre les deux. Donc je vais essayer de vous balancer la bande-annonce suivante, celle pour Thor. On va essayer de voir ça, parce que Thor Ragnarok a également sorti une bande-annonce, qui est plutôt épique, et à la fin du live, je remettrai la bande-annonce de Star Wars, si jamais pour ceux qui veulent la revoir, etc. Donc Thor Ragnarok, une bande-annonce et tout, avec une première vidéo qui donne vraiment envie. Il sort au cinéma le 25 octobre, donc c'est dans pas mal de temps, mais la première vidéo est quand même plutôt officime, et en attendant, pour ceux qui aiment l'univers Marvel, il y a Spider-Man Homecoming qui sort le 12, il y a les Gardiens de la Galaxie qui sort le 26, donc très prochainement, et je pense qu'il y aura également Avenger, l'ère d'Ultron, qui a disparu dans... Oui, voilà, bref, vous allez voir. Now I know what you're thinking. How did this happen? Well, it's a long story. Asgard is dead. Hi there.
have you brought today? Tell me. A contender. It's main event time. And now, I give you your incredible. We know each other. He's a friend from work. Oh, come on. Voilà, des petits trailers concernant Thor Ragnarok, qui sera certainement le dernier film de Thor, où, comme vous le voyez, on voit Hulk à la fin, il va affronter Hulk, qui a été également capturé, et qui avait disparu dans Avengers, l'ère d'Ultron. Voilà. Donc ça donne aussi pas mal envie, et je vais vous repasser le trailer de Star Wars, hein. En attendant... Pour ceux qui regardent en vidéo, c'est la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Comme d'habitude, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir.